Bienvenue. Je m'appelle Médiane Andrade et bienvenue à notre groupe de discussion sur les points d'intersection entre les identités noires et autochtones. Nous allons considérer les points de l'EDI en reconnaissant les relations complexes et historiques qui éclairent nos réponses au contexte actuel. Plusieurs Canadiens noirs ne savent pas comment aborder les conversations sur l'oppression, sur l'action colonialiste, y compris le fait qu'il y a toute une mentalité au niveau des peuples autochtones et noirs. Ce sont les enjeux qui sont aigus en STEAM. Nous savons que la recherche et la pratique à être le bénéficiaire de l'oppression de peuples autochtones et peuples noirs. Nous voudrions partager les perceptions, comment faire l'action pour le changement et comment considérer tout cela avec les enjeux. Je vais demander aux panélistes une série de questions et nous aurons du temps pour votre propre question. Je vous encourage de taper vos questions dans la boîte à clavardage. Je voudrais maintenant présenter la co-modératrice qui va modérer la session et vos questions. Alors, Erika Violet Lee, bienvenue. Elle est écrivain créée. Elle est érudite de Saskatoon, du territoire de Traité 16. Son travail se concentre sur la théorie féministe politique, y compris les personnes queer. Elle a une baccalauréat de l'Université de l'Alberta et elle est diplômée aussi de OISE à Toronto. Elle a travaillé avec la Fondation David Suzuki en poursuivant les libertés pour les peuples autochtones. Elle écrit un blog qui s'appelle Moontime Warrior. Bienvenue, Erika. Bonjour, je m'appelle Erika Violet Lee. Merci, Médiane, pour votre introduction. Je suis tellement ravie d'être partie de ce panel aujourd'hui. Je pense que nous avons des personnes que je admire depuis tellement longtemps au niveau de leur travail et leurs relations aussi et interrelations. Je vais faire une présentation des différents panélistes. Tout d'abord, Dr. Kim Tolbert. Elle est professeure et chaire de recherche avec les peuples autochtones, technosciences et environnement à l'Université de l'Alberta dans la faculté des études. Il est écrivain d'un livre sur les sciences de génie. Il étude les différentes définitions et elle fait le travail au niveau des sexualités décoloniales. Elle est participant dans plusieurs endroits sur les thèmes au niveau des sciences, la sexualité et les enjeux autochtones et les panélistes sur le balado-diffusion. C'est vraiment formidable. Ça s'appelle Media Indigena. Vous pouvez suivre son groupe de recherche à Indigenous. Je voudrais le dire bien, indigenousts.com. Elle fait, et par le biais de Twitter, Tim.Colbert. Vous pouvez aussi suivre une autre, et là aussi des autres médias. Nous avons aussi la professeure Ingrid Waldron, Share Hope sur la plaie en santé. Elle travaille dans le cadre du programme sur la paix mondiale et la justice sociale de la Faculté des sciences humaines de l'Université de McMaster. Elle enseigne la paix, l'environnement et la santé ainsi que la race, le lieu et les géographies de la violence dans les communautés autochtones et noires dans le cadre du programme paix mondiale et de justice sociale de la Faculté des sciences humaines. Elle
elle est écrivain de un livre qui est, ça s'appelle Produced by Waldron avec l'acteur Elliot Page. Son livre a reçu un prix L.R. Sharp, le prix d'excellence de recherche. Dr. Waldron est fondatrice et elle est fondateur et le directeur du projet environnemental Noxiousness, Racial Inequities and Community Health, le projet Enrich qui a inspiré le projet de plusieurs autres initiatives. Il y a peut-être un acronyme que je dois savoir là-dessus, mais je vais dire le CCECJ. Sa recherche et le travail de plaidoyer est quelque chose qui a été présenté à la Chambre des communes et au niveau de le projet de loi, c'est tiré de 30. Nous avons aussi le docteur Sian Wilson, professeur associé à Wilfrid Laurier. Elle travaille avec la promotion des Noirs. Son programme interdisciplinaire aborde les déclencheurs qui affectent la santé des communautés noires et racisées. Elle fait de la recherche au sein de la communauté CBRR qui utilise une approche de médias, de art pour engager les communautés et pour mobiliser la communauté dans les données probantes qui ont la spécificité et relevance. Comme professeur associé à l'Université de Wilfrid Laurier, elle est directeur de centre de recherche, apprentissage et action. Elle travaille dans le groupe de travail antiracisme de la région de Waterloo. Elle a été reconnue avec certains prix des associations de la faculté. Maintenant, ça c'est le Maintenant, on a terminé avec le panel parce que j'ai dû lire tous les crédentiels des différentes personnes. Nous avons les personnes avec beaucoup de talent. Maintenant, Médiane va poser toute une série de questions. Je vais vous inviter à ajouter vos questions à la boîte à clavardage. Je vais suivre toutes les questions. Vous pouvez le faire dans le site web si vous êtes branché. Et puis, avant de la fin de la session, nous allons partager les questions des panélistes. Maintenant, à vous, Médiane. Merci, Erica, pour cette présentation. Je dois dire que je me sens humble d'être partie ou de modérer ce panel à notre première conférence. C'est une conversation tellement importante et on n'a pas souvent ce genre de conversation dans le domaine des sciences. Je voudrais vous demander de parler à vos perspectives au niveau de noirité, indigénité. Quelles sont les différences? Quels sont les défis? Qu'est-ce que vous cherchez dans la voie dans la voie de changement? Et on va commencer avec vous, Kim. Ah non, je n'aime pas être la première intervenante. Je ne peux pas aborder tout cela au niveau de voie de changement, mais moi, je suis une personne autochtone, je ne suis pas noire et mon expérience est reliée au peuple autochtone et aux États-Unis et aussi le Canada. Et pas au niveau de l'intersection avec noirité, mais une chose que j'enseigne, ce sont les intersections au niveau de la race généralement et l'indigénéité. L'autre facteur, les peuples noirs et autochtones. Je ne vais pas dire, je vais dire noir contre rouge. Ça, c'est pas un terme qu'on utilise, mais moi, je l'utilise parce que je pense à l'histoire des peuples autochtones aux Amériques qui étaient perçus comme les personnes noires en relation à la blanchité.
les personnes rouges, les personnes noires. Ils faisaient le différents types de travail pour les projets du colonne blanche. Euh, nous habitons avec les formations raciales aujourd'hui, alors je prête beaucoup d'attention à cela. Par exemple, quand je pense au niveau de la souveraineté, la juridiction autochtone, moi, je vais utiliser le monde tribu. Euh, les leaders aux États-Unis disent, nous ne sommes pas une race, nous sommes une nation. Ben oui et non, nous organisons au niveau de cette idée de nation, euh, surtout quand on parle en anglais comme euh, l'imposition de la langue anglaise avec le discours des colonnes. Mais aussi, on a été racisé, on ne peut pas nier tout cela. Les points racisés nous affectent toujours, mais quand on parle de l'indigénité, Amérique du Nord, surtout aux États-Unis et au Canada, il faut penser de manière réaliste au niveau de la intersection de la race et l'indigénité. Il ne faut pas penser comme cela, comme une race. Nous avons les histoires de racialisation, mais les peuples autochtones, ce sont les personnes multiraciales aujourd'hui. Ce qui est important de notre patrie ou notre indigénité, c'est de penser au peuple comme d'avoir une histoire des personnes qui sont constituées avec la place. Ça, c'est... Bon, je vais arrêter là parce que peut-être je peux euh, penser là-dessus un peu plus. Bon, ça c'est utile de souligner euh, l'idée de la patrie qui est différente de la noirité. Sian, vos opinions? Ça, c'était au niveau pas la patrie, mais statut de nation. Alors, pour suivre ce que Kim disait au niveau de la complexité liée à l'indigénéité, nous pouvons parler de EDI. Il y a plusieurs d'entre nous nous sommes les communautés qui méritent l'équité. Et nous pouvons lutter pour les opportunités équitables, mais il faut garder à l'esprit que les peuples autochtones cherchent la souveraineté parce qu'il y a plusieurs nations qui ne sont pas souveraines, qui existent, qui soutient la nation du Canada. Alors, quand on parle de EDI ou même l'équité, il faut différencier entre les peuples qui cherchent la souveraineté contre ceux qui méritent l'équité. Et on peut être dans cette catégorie. Alors, il faut faire la différence entre les thèmes quand on parle de ces choses. Au niveau de la question que vous avez posée, Média, au niveau des défis, comme j'ai dit dans les autres espaces, la conversation au niveau des points en commun et nos différences, ça dépend du côté de la frontière où vous habitez. Euh, Encore une fois, c'est tellement évident. Si vous vous trouvez aux États-Unis, vous avez tout un discours entre les personnes noires et les personnes blanches. Si vous êtes ici au Canada, c'est la conversation entre les peuples blancs et les peuples plus récemment autochtones et aussi avec les peuples noirs parce que il y a l'idée des peuples noirs comme un groupe homogène qui vient d'arriver ici à Canada. Et cette idée est compliquée. Par exemple, on oublie que les personnes qui étaient les esclaves, ils ont mis le pétrole dans les navires qui ont amené le peuple à l'île de la Tortue. Alors, et l'île de la Tortue, c'est du Mexique, ça inclut les Caraïbes et c'est juste au Canada.
Nous pouvons parler des points en commun. Il y a l'effacement de l'histoire des peuples noirs au Canada, les interrelations entre les communautés noires et autochtones qui ont formé les relations pour survivre la colonisation. Par exemple, les Mi'kmaq avec les peuples noirs les baleinières noires. Ça, c'était par exemple un effort pour ne pas aller au pensionnat. Ils ont lutté contre la colonisation. Nous avons les différents exemples jusqu'au sud, aux États-Unis, par exemple, les sentinelles noires, tout type de relations ont été formées. Dans les pensionnats, il y a une histoire horrible et maintenant, cet enjeu est mis en œuvre au niveau des fosses non marquées, mais dans différentes parties du Canada, comme aux provinces maritimes du Canada où Ingrid était basée, il y avait aussi les pensionnats où les personnes noires ont fait face aux terribles attaques, la violence coloniale, les colons blancs, les différents types c'est-à-dire les colons blancs voulaient juste préserver tout pour eux-mêmes et tout ce qui était dehors de ces catégories, elle était dehors du peuple blanc. Quelques différences sont tellement importantes. Les peuples qui cherchent l'équité, les peuples qui cherchent la souveraineté. Il y a les différences aussi au niveau des peuples autochtones comme les gardiens de toutes ces connexions avec la terre, avec les peuples, comme les peuples noirs, on ne comprend pas cette connexion avec les territoires de nos ancêtres. Peut-être ils habitent toujours en Afrique, les autres, ils se trouvent dans la diaspora plusieurs générations après. Et tout cela a causé le traumatisme et les divisions pour connecter avec la terre au niveau des espaces, des territoires, tandis que nos sœurs et nos frères autochtones, ils ont une relation différente au Canada, au gouvernement, leur politique et la terre. Alors, il faut reconnaître les différences au niveau de ce qu'on pense de ces relations. Je vais céder la parole maintenant. Ingrid, ça c'est tellement intéressant. Sian vient de parler de vos racines de la Nouvelle-Écosse. Vous avez fait plusieurs grands changements de, de fait que ce loi soit adopté. Le projet de loi C-230. Alors, je voudrais votre opinion de la même opinion. Maintenant, je vais parler des différences. Tout d'abord, les différences entre les peuples autochtones et noirs, ce sont au niveau des manières différentes de la racialisation. Les peuples noirs ont été démontre les différents rôles que les deux groupes ont joués au niveau de l'établissement des sociétés de colonisme. Par exemple, l'esclavage noir. Euh, Ça, c'était quelque chose qui était vu comme positif euh, pour les propriétaires des esclaves noirs. Et cela a réduit leur richesse. Alors, pour cela, c'était un problème. Il y a l'obligation de la Constitution de consulter avec les peuples autochtones sur les enjeux qui peuvent affecter leurs droits comme peuple autochtone. Ça, c'est reconnu dans la section de 35 de 1882 sous-section de la Constitution de 1887. La distinction, c'est ce qui leur réunissent aussi. Ils coexistent dans le Nouveau Monde comme les peuples dont leurs terres ont été
volés et leur peuple aussi. Il y a les expériences en commun entre les peuples autochtones et peuples noirs. Le Canada a été fondé sur la disposition au niveau de l'esclavitude. Et nous avons des politiques de déplacement, subjugation et l'oppression des peuples noirs et autochtones. Et ça, c'était pour le profit et la richesse des autres. Et cela a laissé une empreinte, comment cela a continué aux inéquités intergénérationnelles au niveau d'emploi, de revenus, l'éducation, la justice criminelle, le bien-être des enfants, l'infrastructure publique et la santé. Par exemple, les communautés noires et autochtones ont un taux plus bas d'emploi, ils ont un taux accru de pauvreté, incarcération, leurs enfants sont plus probables d'être dans la prise en charge de l'État. Et ça, c'est le racisme environnemental aussi. Ils ont plus de risques au niveau des maladies. Et ils habitent dans les communautés qui ont moins accès aux ressources socio-économiques qui peuvent aider à renforcer l'infrastructure. Par exemple, l'accès à un logement abordable, l'espace vert. Alors, il y a au niveau de traumatisme intergénérationnel, euh, le diabète, problèmes de santé respiratoire, cancer. Il y a les points en commun au niveau des expériences de peuples noirs et autochtones. Il faut souligner comment ces espaces se trouvent. Il y a la domination, déhumanisation, disposition, exploitation et génocide. Mais à la fois, quand on regarde ces espaces généraux, nous pouvons noter qu'il y a les enjeux au niveau de génocide liés à la souveraineté qui est quelque chose abordé comme un enjeu autochtone. Alors, les personnes noires étaient enlevées de leur patrie et les Européens ont volé leurs terres pour faire leur propre terre. Jusqu'à présent, ces enjeux ne sont pas mentionnés au niveau des discussions de colonialisme. Alors, les discussions actuelles au niveau de souveraineté au Canada d'un côté et l'expérience de esclavage à l'autre ne montrent pas exactement comment ces enjeux sont connectés. Et ça se trouve. Il y a les efforts pour détruire les connexions des peuples noirs avec leur exploitation au niveau des différentes idéologies pour profit. Tout cela a effacé notre propre souveraineté comme les peuples noirs. C'est-à-dire, quand on parle de colonialisme, ça doit être reconnu que les peuples noirs sont colonisés et les peuples déplacés. Si j'ai le temps, je voudrais juste parler de les possibilités, les voies de changement. Il faut avoir un pouvoir collectif et il faut euh, vraiment travailler au niveau de soins de santé, les programmes d'études qui reconnaissent tout cela et les sites transformatifs qui reconnaissent tout cela. Cette trajectoire de changement doit donner un espace de solidarité entre les personnes noires et les personnes autochtones quand ils poursuivent la justice sociale et la justice environnementale, au niveau des expériences des communautés, au niveau de la suprématie blanche, la patriarchie, le néolibéralisme et les autres enjeux. La question de solidarité est parfaite. Il faut juste réimaginer ces espaces pour que les autres luttes peuvent être abordées
il y a les enjeux comme la justice pour les femmes et les migrants. Ils, ils, ils ont les enjeux. Et il y a les différents thèmes comme le sous-financement, les impacts des pensionnats, le développement économique, les thèmes comme les femmes autochtones noires assassinées et il faut prendre tout cela en compte. Mais nous avons des communautés où les enjeux avec les autres communautés, les peuples LGBTQ et les autres peuples. Alors, les personnes noires doivent soutenir les unes aux autres, y compris identifier les manières pour aligner notre résistance, pour faire face à toutes les expériences, tous les méfaits que nous éprouvons. Merci pour tout cela, Kim, Sien. Est-ce que vous désirez contribuer votre opinion avant de passer à la prochaine question? Alors, ça marche. Je voudrais juste faire un comment sur une chose. On a parlé de la nécessité de reconnaître nos différences, mais aussi de travailler en solidarité. Quand on pense de ce que les populations sont en train d'éprouver maintenant et auparavant, je voudrais parler du traumatisme intergénérationnel. Mais pour les scientifiques dans l'auditoire, vous pouvez chercher le traumatisme intergénérationnel et comment le traumatisme peut être passé par les différentes générations, surtout quand le traumatisme continue dans les générations actuelles. Je voudrais juste dire tout cela. Mais maintenant, on va passer à la deuxième question. Et ça c'est lié avec ce que vous venez de dire, Ingrid, quand on parle des points en commun au niveau des mesures de désavantage que nous voyons pour les PANDC. Vous avez mentionné la proportion des enfants dans le prise en charge de l'État, l'incarcération, ce que nous avons vu avec la COVID-19, la pauvreté. Alors, quand on pense de ces éléments, on des défis, quand on fait ce travail, il y a les points en commun et il y a les narratives en commun entre les personnes noires, autochtones, et parfois c'est renforcé par leurs éléments en commun. Mais les narratifs de déficit, je voudrais savoir comment nous pouvons aborder cela quand on regarde notre système social, particulièrement en STEAM, où il y a les stéréotypes de ce qui est nécessaire pour être un bon scientifique, brillante, etc. Il y a les stéréotypes qui n'existent pas envers les peuples noirs au Canada. Alors, ma question, étant donné que nous avons tous ces désavantages dans les communautés PANDC, quand vous faites votre travail dans la intersection des désavantages, comment vous allez faire face à cela pour ne pas renforcer l'idée que le PANDC sont différents entre eux-mêmes qui entraînent ces déficits parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec eux. Nous allons commencer avec Sienne. Merci, Médienne. Je pense que cette question est tellement importante. Alors, quand on parle de la recherche, c'est tellement important parce que nous travaillons tous ensemble dans ce monde des érudites. Alors, quand on parle de tout cela, la recherche au niveau historique a été utilisée comme un outil de colonisation, et même s'il y a les bonnes intentions. Et puis, dans l'académie, il y a plusieurs personnes et il faut La y majorité du penser. temps, Il y a plusieurs. la science même est une force, preuve de défi. Et là, moi-même, quand je pense aux recherches sur le domaine de la santé publique, je pense à la recherche de santé publique qui est
très largement, va aider à intervenir pour réduire le risque qui est causé par notre corps qui est plein de maladies, selon ce qu'ils disent, pas vrai, selon la littérature. Maintenant, là, la question, c'est comment faire pour, ils se disent, comment est-ce qu'on fait pour protéger le tout? Et à la fin, c'est comme si ce qu'on essaie de protéger, c'est la société publique des Blancs. Donc, c'est vraiment ça le sous-texte qu'on peut trouver dans la majorité de nos textes dans mon domaine. Et là, maintenant, lorsqu'on regarde le canon en général, on est toujours regardé comme étant une sorte de déviance dans toutes ces facettes de la vie. Donc, dans mon travail, ce que je fais pour défier tout cela, je travaille avec des euh, communautés noires, autochtones et racisées. Et je regarde aussi les équipes dans lesquelles je travaille. Et souvent, ce que je vois, c'est que nous avons des alliés ou des qui sont impliqués là-dedans aussi. Maintenant, en tant qu'équipe, ce que j'essaie de voir aussi, c'est qu'on s'assure que nous insérions notre expérience, nos histoires, nos visions et nos futurs possibles ensemble. Et je crois que ça, c'est très important. Je ne crois pas que c'est pas seulement de faire de la recherche dans la communauté, mais c'est aussi de faire cette recherche en partenariat avec les gens dans notre communauté aussi. Et là, maintenant, je sais que je travaille dans d'autres projets aussi où on est en train de travailler dans le même point. Par exemple, le ACB, où on travaille sur mobiliser les jeunes noirs pour être sûr de s'assurer qu'il y ait des euh, processus de recherche qui vont être mis en charge, qui vont être inclusifs aussi pour les race de manière internationale aussi. Donc, notre travail, c'est d'être sûr que nous soyons au centre et notre survie aussi, et aussi d'avoir une vision pour le futur aussi. Et c'est un projet assez important dans une société narcissiste où tout est centré vers la blancheur. Donc, ne prenez pas ça mal comme si j'essaie de faire quelque chose d'extrême. C'est simplement d'être sûr de travailler correctement dans cette société qui est suprémaciste du point de vue des Noirs, des Blancs. Et tout ça, c'est basé sur, qui a grandi sur la mort des gens de notre race. Et j'essaie de travailler là-dessus du point de vue intentionnel. Donc, pas seulement dans les projets, mais la position dans les thèses. Et ça veut aussi dire de réinvestir dans nos communautés pour être sûr qu'ils puissent réellement travailler correctement. Et là, les gens doivent être payés et être bien payés pour qu'ils soient corrects. Donc, ce sont les tactiques que moi j'utilise pour mieux gérer et réimaginer le type de travail que je fais. C'est vraiment tout ça. Merci. Merci beaucoup pour cela. En fait, j'aimerais poser Ingrid, pourrais-tu répondre à la même question? Oui, en effet, en tant que professeur qui, dans le travail, se concentre sur la détermination de la santé dans les communautés noires, indigènes et autochtones, excusez-moi. Donc, je suis très concentré là-dessus pour être sûr de trouver des moyens de dévouer mes connaissances, mes recherches et euh, mes actes là-dessus. Le fait que j'utilise ces déterminants là-dessus m'ont permis d'avoir les yeux ouverts pour voir une opportunité parce que souvent, la détermination de la santé est souvent à l'opposé du modèle biomédical qui est déjà en place. Donc, le cadre qui est déjà là, en créant ce cadre, j'ai la possibilité d'aller un peu plus profondément là-dedans, de voir quels sont les autres problèmes qui sont à l'extérieur de ce corps et voir s'il y a des problèmes qui ont un impact sur la santé. Maintenant, vu que nos recherches sont surtout concentrées sur des communautés, ça va dépendre bien sûr des sujets. Je fais beaucoup de travail surtout avec des communautés racialisées, des communautés autochtones et sur la santé. Et je dois m'assurer de faire du partenariat avec les communautés et être sûr que la base communautaire aussi soit appropriée parce que c'est ça qui permet aux membres de la communauté de contribuer et que notre recherche puisse avancer correctement. Et je m'assure que cette analyse est faite dès le début et que ce même flow continue jusqu'à la fin lorsque c'est le temps de partager la recherche. Maintenant, il faut voir que leur connaissance, leur épistémologie et leur tradition est impliquée d'une manière organique dans le travail que je suis en train de faire parce que qu'ils soient des membres du conseil administratif ou de conseil, euh, c'est nécessaire parce que c'est comme ça qu'on apprend.
très souvent, les gens pensent que lorsque vous êtes noir, vous pensez que ça va être facile. Au contraire, c'est plus difficile, en fait. Parce que si jamais vous faites une erreur, la confiance qu'il y avait entre vous et cette communauté peut être partie pour toujours et vous n'allez plus jamais la revoir. Donc, c'est assez facile de faire un faux pas. Maintenant, vu que dans l'académie, on n'est pas formé pour ce genre de décision, j'ai dû apprendre. Il y a des choses où j'ai dû avancer sans même savoir qu'est-ce que ça voulait dire exactement. J'ai dû plonger quand même. J'ai fait plusieurs erreurs dont j'ai parlé dans mon livre aussi. Et justement, je crois que j'ai appris là-dessus. Maintenant, ce qui est bien, c'est aussi que les membres de la communauté peuvent partager leurs perspectives. Le point que je trouve qui est important, c'est que toute profession qui est impliquée dans un effort de décolonisation pour leur recherche, ça va être un défi et c'est un défi continuel qui va faire partie du parcours. Et il ne faut pas être trop dur l'un sur l'autre. On ne peut pas s'attendre à être parfait. Nous sommes un peuple qui a été colonisé. Donc c'est assez difficile. En tant que jeune femme née du Canada, j'ai quelque chose qui est impliqué dans ma connaissance qui crée une sorte de, qui a eu un impact sur mon sens de moi-même, mon identité, mon travail. Et là, maintenant, le fait vu que je suis déjà en train de travailler là-dessus, nous ne devons pas être trop durs l'un envers l'autre parce que nous savons que nous sommes en train de passer à travers ceci. Et sachez-le aussi, il y aura des critiques. Il y a des étudiants qui vont vous critiquer. Des fois, vous pensez que l'article n'était pas si correct que ça. Il faut être capable d'accepter les critiques aussi, parce que si jamais on peut penser que l'article était correct, un collègue peut venir et m'expliquer que ce n'est pas aussi correct que je le pensais. On est en train de faire la recherche, il faut continuer d'essayer d'apprendre, lire des articles. Donc, c'est un processus, apprendre à décoloniser le travail que nous faisons. Ça requiert aussi que je sois constamment impliqué dans de la réflexion critique pour d'être sûr que ce que je suis en train de faire ne soit pas au déficit de la recherche ou au curriculum. Donc, je suis toujours en train de réfléchir à ce que je suis en train de faire, voir qu'est-ce que je fais qui n'est pas correct et qu'est-ce que je dois améliorer. Ça veut aussi dire que je dois aussi être constamment ouverte aux critiques. Donc, tout le monde doit avoir un processus de vérification continuelle. Il faut voir qu'il n'y a pas nécessairement un objectif précis lorsqu'on parle de la décolonisation. Mais il faut voir qu'on travaille avec des gens où leur conscience et leur pensée a été colonisée un peu comme la mienne. Merci beaucoup, c'est un bon point. C'est quelque chose que j'ai entendu assez plusieurs fois dans cette conférence, dans plus qu'une seule personne dans cette conférence, parce qu'ils n'avaient pas réalisé qu'ils avaient internalisé certaines choses. Et là, ils ont remarqué que, waouh, j'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de personnes intelligentes qui étaient noires aussi, et ça le montre. Maintenant, j'aimerais te demander aussi de faire un commentaire là-dessus. Vas-y. Oui, en fait, je regarde la manière dont c'est écrit juste pour mieux me rappeler. En fait, désolé, peut-être que je devrais retourner là-dessus. Ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que tu fais pour démêler la tendance lorsqu'on travaille avec les déterminants sociaux de la santé ou dans les circuits où tu es, comment est-ce que vous vous assurez que ça ne vient pas empêcher et impacter tes recherches? En fait, j'étais en train de penser à ça parce que je voyais la question que je voyais, c'est démanteler tout ça dans notre pratique et dans notre travail. Et moi, comment je le voyais, c'est lorsque je planifie, lorsque j'enseigne. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dans ma recherche de doctorat, j'ai découvert très tôt, je vais vous expliquer en fait, j'ai été élevé dans un monde qui est très centré sur le Dakota. Et j'ai été aussi politisé très, très jeune par ma mère. Et elle m'a toujours donné des alternatives. Nous avons l'histoire orale et aussi l'alternative aussi. Donc, nous avions des livres d'études sur les autochtones aussi qui viennent autour des années 69, 70. Je suis né en 69. Donc, ce sont des livres qui sont dans ma maison parce que ma mère était une universitaire quand j'étais enfant. Donc, j'ai été assez chanceuse d'avoir vécu dans un centre où j'avais ce genre de connexion. Ça avait ses problèmes, mais quand même, ça faisait du bien d'avoir ce point de vue qui était contre les colons. Je n'avais pas de problème. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je pense
au fair play. Donc, je pense que c'est assez important. Je m'assure de regarder les colonisateurs de la manière dont ils le voyaient. Pour moi, je les revois du point de vue comme s'ils étaient pauvres du point de vue moral. Ils imposent leur point de vue religieux ou scientifique et ce sont des points de vue où ils mettent certains humains par-dessus beaucoup d'autres races, d'autres races humaines des animaux, la nature, etc. Et ça, c'est un problème que je vois partout. Et ça cause un problème à leur science. Et ce que je vois, voici un exemple que j'ai vu, Zoé Todd, qui est une, euh, un expert social en Alberta, qui a mis un tweet qui demandait est-ce que les hommes sont en train de travailler sur les discussions de la paix avec les mondes non humains? Et donc, ce sont des gens qui sont en train de remarquer, ils sont en train de découvrir qu'il y a une relation entre les espèces. Et là, c'est fou parce que nous, les peuples autochtones, n'ont pas perdu cette idée qu'il y a une relation plus loin que ça, parce que ce sont les Blancs qui sont venus avec les colonisateurs qui n'ont jamais vu ça, et là, maintenant, ils essaient d'utiliser ça. Euh, Donnez-moi une pause, en fait, parce que c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de travailler là-dessus. Nous travaillons sur les points de vue autochtones, à quel point est-ce que ces points de vue-là améliorent la science et font avancer la science. Et les gens sont à peine en train de parler de ces relations humains et non humains d'une manière un peu moins hiérarchique. Je crois que c'est un bon moment en ce moment pour que les autochtones lèvent la main et disent, eh, nous, on a déjà essayé ça. Donc, c'est un moment pour nous de prendre la place qui nous est due dans le monde. Et c'est quelque chose que je trouve qui est assez clair dans mon travail. Et je sais que j'ai aussi travaillé avec des euh, scientifiques qui travaillent sur les autochtones, mais qui ont été euh, élevés dans la communauté de l'Ouest occidentale. Donc, quand je passe du temps dans le domaine de l'humanité, etc., et que je travaille avec ces scientifiques-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont souvent, ils viennent des communautés qui sont basées sur la terre, tandis que du côté des euh, autochtones, ils sont plusieurs à venir du côté de la diaspora à la place. Donc, ça, c'est une des choses que je remarque. Euh, Ils ont surtout grandi dans des communautés basées sur la terre. Donc, sédentaires. Donc, ils sont habitués à euh, faire ferme, élever du bétail, de la nourriture, etc. Donc, ils ont une certaine relation avec des choses non humaines. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils viennent avec ces questions de recherche avec une perspective qui sort de la communauté, qui est à l'extérieur de la communauté. Donc, non seulement ils ont dû travailler difficilement pour avoir accès aux sciences académiques, mais souvent, ils ont aussi accès à des personnes qui ont des connaissances traditionnelles et la médecine. Et ils font un travail excellent. Donc, pour moi, encore plus dans mon propre travail, je promeus cette façon de penser dans la communauté d'une manière qui pourrait euh, arrêter cette façon binaire de penser où cette structure colonialisatrice est la meilleure. Donc, et les gens pensent qu'il faut simplement accepter ça et vivre avec ça. Non, il nous faut accepter qu'ils ont cette façon de penser et nous, on doit créer notre propre cadre de travail. Je t'ai demandé de recommencer, en fait, Kim, parce que plusieurs personnes ont touché à la décolonisation. Et je crois que ça serait utile que nous nous assurions que nous parlions de la même chose, parce que moi, j'ai entendu plusieurs approches lorsqu'on parle de la décolonisation, et ça donne plusieurs points de vue différents, résultats différents. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails pour qu'on puisse mieux voir qu'est-ce que tu veux dire par la décolonisation? OK, parfait. De mon côté, je suis une experte une universitaire dans les études autochtones et j'ai travaillé surtout aux États-Unis et au Canada. Donc, de mon côté, ma définition de décolonisation est vraiment ancrée dans la colonisation des arrivants de l'Europe parce que ces gens sont très conscients de la théorie et de la littérature qui vient du colonialisme ou d'autres parties du monde. Donc, surtout lorsqu'on regarde en Afrique, et ça, c'est venu des colons européens. Donc, je ne fais pas exactement tout ça parce que ça, c'est à rapport avec leur endroit spécifique, leur lieu d'origine spécifique. Donc, moi, j'ai des conversations avec d'autres généalogies. De mon côté, de quoi je parle surtout? Je parle du travail de Yves Talk et de Kei Wen-Yang lorsqu'ils sont en train de parler dans leur article, la décolonisation n'est pas une métaphore.
ça aussi, ça prend un peu de la culture dans d'autres parties du monde aussi, des autochtones ailleurs. Donc, eux, ils parlent du retour à la terre comme étant des ressources. Donc, ce n'est pas seulement euh, de mettre des auteurs noirs et autochtones dans ton syllabus. Et c'est quelque chose de bien aussi, parce qu'on le voit. Moi, de mon côté, dans mon travail, quand je travaille avec des scientifiques du génome autochtone, je m'assure qu'ils sont impliqués non seulement pour la science, mais aussi impliqués à faire des réformes dans la gestion de la science. Nous avons des puissances européennes et colonisatrices qui ont beaucoup trop de contrôle sur la recherche. Et ça les aide eux et ça supporte la structure de pouvoir qui est ici. Donc, le problème, c'est que cette structure-là n'est pas utile aux peuples qui ont été colonisés. Leur science a été bâtie sur notre souffrance. Donc, il faut garder ça directement à l'œil. Il ne faut pas penser que faire une petite réforme va être assez. C'est encore le pouvoir est encore dans leur communauté. Lorsque je parle de la décolonisation, moi, je suis en train de parler pas seulement du sédentarisme, je parle un peu plus loin, le retour à la vie, ce qui veut dire le respect et la soumission à la gouvernance autochtone. Il faut être capable d'accepter l'autorité et la gouvernance autochtone. Vous êtes déjà en train de le faire aux États-Unis. Vous avez déjà accepté l'intervention euh, des colonisateurs, des autres colonisateurs. Donc, vous devriez être capable d'accepter que les Autochtones influencent aussi. Donc, je m'assure qu'ils ne sont pas seulement en train de s'occuper de la science, mais qu'ils sont aussi en train de pointer du doigt les moments où on pourrait restaurer ce qui a été pris, redonner ce qui a été pris aussi. Donc, c'est ce que je veux voir, c'est ce que je veux dire par la décolonisation, mais je vais m'arrêter ici pour l'instant. Parfait. Sian ou Ingrid, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter là-dessus? En fait, je vais peut-être ajouter quelque chose et ensuite je vais laisser la place à Ingrid. Ce que je dirais, c'est lorsque je pense décolonisa- à la décolonisation, une des choses à laquelle je pense, c'est le fait qu'il y a une diversité énorme dans les communautés autochtones avec lesquelles je travaille. Et lorsque je pense à la décolonisation, une des choses qui m'inquiète, c'est le fait qu'il y a un projet assez profond de décolonisation dans plusieurs des communautés autochtones et dans des peuples autochtones qui ont été déplacés énormément, que ce soit à travers les écoles résidentielles ou euh, la loi sur les Indiens. Donc, ce sont ils ont été complètement déplacés de là où ils étaient et c'est ça la difficulté qui est de reconnecter et de revenir, de retrouver l'harmonie avec leur communauté. Donc, c'est une réalité qui est très profonde. Le processus de décolonisation est très présent. Maintenant, avec tout ça, la bonne intention qui est avec ça, il faut aussi maintenant regarder les pratiques et les politiques atroces qui continuent d'impacter l'identité autochtone. Parce que, encore une fois, c'était ça l'intention de ces pratiques et de ces politiques. Parce que ces écoles résidentielles étaient là juste pour assimiler complètement les enfants et se débarrasser du problème, entre guillemets, indigène, autochtone. Donc, lorsqu'on fait cela, lorsqu'on continue à agir, ils déconnectaient les enfants de leurs parents, de leur famille et de leur terre pour être sûr de faire tout cela. Maintenant, le but, c'était de supplanter les Métis, les Inuits et les autres, donc pour les transformer en indigènes, comme ils les appelaient. Maintenant, quand j'y pense, c'est quoi le problème qu'on est en train de discuter qui n'est pas le vrai? Si on n'est pas en train de parler, si le vrai problème n'est pas la supplantation de des peuples autochtones. Je pense que c'est ça qui est important. Pour moi, la barre, lorsqu'on parle de la décolonisation, oui, c'est de retourner les terres aux autochtones, mais aussi il faut emmener cette conversation pour penser au déplacement intense de plusieurs communautés autochtones et des peuples aussi. Parce que, encore une fois, ce ne sont pas tous les peuples autochtones qui ont une connexion avec leur territoire ancestral. Et bien sûr, on peut penser aux marqueurs et aux connexions de ces communautés pour qu'ils puissent parler. Donc, c'est encore important, mais est-ce que ça permet d'avoir la conversation à propos de la décolonisation et l'importance de ce projet? Donc, je pense qu'il est important de penser d'une manière intentionnelle à à quel point est-ce que ça a été fait correctement lorsqu'on parle du projet de décolonisation. Donc, c'est à tout ce que je voulais vous faire penser.
c'est la conversation. Ingrid, désolé, est-ce que tu avais des commentaires là-dessus? Oui, ces deux définitions étaient excellentes. De mon côté, quand on parle de décolonisation, ça, je vois la résistance active et significative contre les forces du colonialisme. Parce qu'il y a eu beaucoup d'exploitation des corps, des pensées et des terres des personnes colonisées. Donc, c'est aussi important de tourner, être sûr que tout ça tourne autour de l'union. Et autour de tout ça aussi, il faut reconnaître autre chose que les formes d'action directe, mais aussi voir l'impact que la colonisation a eu sur nos pensées, sur nos cultures et sur les autres peuples autour de nous. Donc, c'est vraiment important de remettre en place tout le narratif qui est en train de détruire les narratifs colonialistes. Il nous faut, par contre, être sûr que ça va être fondé sur une politique de recentralisation des voix des personnes colonisées. C'est à travers ça qu'on aura un effort transformatif qui nous donnera accès aux valeurs et aux ressources qui sont dues. Donc, il faut aussi voir quelles sont les actions des personnes qui font les recherches. Et ça implique reconstruire les Premières Nations, reconstruire leur environnement, reconstruire leurs traditions, leur structure de gouvernance et réclamer leur identité autochtone. Et tout ça, ça a été négativement affecté par la colonisation et c'est encore contrôlé par les règles et les politiques qui sont encore là, les lois. Wow, il y a beaucoup à voir là-dessus et ça, je ne peux m'empêcher de penser au réseau de recherche autochtone de l'Université de Toronto depuis quelques années. Et une des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont assurés que les euh, méthodes de financement compétitif soient beaucoup plus engagées par les communautés au cas où les personnes qui viennent de communautés autochtones auraient besoin de ce support. Et je trouve que c'était presque impossible au début d'expliquer qu'est-ce que ça voudrait dire de le faire d'une manière non compétitive, mais basée dans la communauté. Donc, c'est ça l'affaire, c'est que souvent, lorsqu'on est impliqué dans un système, c'est assez difficile de se départir de ce cadre de façon de voir. Vous êtes déjà subjugué à cette chose. Et lorsqu'on suggère quelque chose qui est complètement différent, ça semble totalement impossible d'atteindre ces objectifs d'une autre manière. Et c'est ça notre plus gros défi. Et ça m'emmène légèrement à ma prochaine question, qui est penser et parler, donnez-moi vos commentaires sur ce que vous pensez de l'équité, diversité et l'inclusion dans le milieu académique. Et c'est quelque chose qui est assez important dans les sphères académiques, mais aussi du point de vue corporatif aussi. Donc, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous pensez de ces termes, leur juxtaposition, leur similarité, les différences qu'il y a entre les trois? Donc, commençons avec Ingrid. Tu es sourd-muet. En sourdine. Parfait. Donc, la différence entre si je comprends bien, c'est la différence entre l'équité, diversité et l'inclusion et la décolonisation, c'est ça? Oui, en fait, c'est que nous avons eu des discussions qui étaient assez importantes parce que à quel point est-ce qu'ils étaient complémentaires ou s'ils interagissaient ensemble ou s'ils étaient presque ennemis. En fait, je crois que, considérant qu'il y a eu beaucoup d'impact et de travail fait dans le milieu académique sur le DI, et dans la structure aussi. Je crois aussi que dans les 2 dernières années, ça a été très critiqué parce que je crois qu'il y a plusieurs manières où les approches de l'EDI ont en fait été faites d'une manière très superficielle. Donc, c'est une approche qui aurait besoin de personnes qui vont être capables qui supportent énormément. Et s'il n'y a pas des gens qui supportent ça énormément,
les gens qui sont en charge des départements et qui sont surtout blancs et qui doivent gérer le DI ne pourront pas le faire correctement. Je pense que le danger avec le DI, c'est que souvent, on ne va pas assez loin avec ça. Et j'ai l'impression que dans les espaces où j'ai contribué ou participé, il y a des sentiments où les gens pensent qu'ils sont obligés de faire ce travail. Donc, c'est une sorte un problème et ça crée du conflit et de l'animosité parce que à cause de la manière dont le DI est présenté. Mais lorsqu'on parle de la décolonisation, je crois que c'est beaucoup plus important parce qu'on est en train de passer littéralement plus profondément dans le problème parce que nous devons attaquer la façon dont nous pensons, la façon dont on présente la recherche, la façon dont on enseigne et parce qu'il faut faire attention au risque d'imposer nos vues sur d'autres élèves. Donc, lorsqu'on parle de l'EDI, souvent c'est superficiel, où les gens sont juste en train de trouver euh, des petites politiques qui qu'ils doivent suivre. Et vu que c'est une obligation, je ne pense pas que ça va réellement faire le travail nécessaire pour transformer les universités, nos universités. Donc, pour moi, ce n'est pas la même chose. D'un côté, l'un est beaucoup plus superficiel euh, et l'autre, donc, l'EDI est beaucoup plus comme une sorte de brouillon une ébauche, mais souvent il n'y a pas réellement un engagement des gens. Par contre, du côté de la décolonisation, vu que ce n'est pas seulement à propos de la structure seulement ou de la superficialité, vu que c'est profond et qu'il faut décoloniser nos pensées, décoloniser nos façons d'agir, vu que c'est beaucoup plus profond, que ça prend beaucoup plus de temps, je crois que les universités sont beaucoup plus engagées à faire ces changements de structure et d'équité. Et je crois que dans l'EDI, il y a une sorte de ruée un peu trop rapide là-dessus. Et il faudrait prendre le temps de reculer et s'assurer d'avoir la bonne stratégie pour bien le faire. Donc, c'est, ce sont deux coins, deux côtés de la même médaille, mais dépendant de la façon dont est-ce que c'est fait, on peut voir que très souvent, il y en a un qui est beaucoup trop actif, tandis que l'autre est beaucoup plus calme et tout se fait correctement en bon temps. Si les gens le font bien, pas vrai? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Sian? Oui, tes pensées. En fait, je voulais entendre quelles étaient les pensées de Kim là-dessus, la décolonisation. Je vais l'écouter après. En fait, je vais retourner sur le point principal qui est que ça dépend encore des personnes qui sont à la tête de ces stratégies. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Ingrid a dit en disant que le DI, a souvent l'air d'une stratégie de marketing pour les universités. Donc, c'est quelque chose qu'ils doivent faire, c'est la chose qui est politiquement correcte qu'il faut faire pour l'image de l'université. Et si vous n'êtes pas en train de le faire, vous pourriez perdre des étudiants, perdre des clients, perdre de l'argent. Et c'est ça la raison pour laquelle ils le font. De mon côté, j'ai l'impression que la décolonisation, souvent, si je retourne à l'ancienne question, si on retourne à la définition de la décolonisation, et un peu comme Yang et Kim l'a mentionné, c'est retourner la terre et les ressources. C'est pas ce qui est en train de se faire dans l'académie, dans le milieu académique. Ce que je crois qui est en train de se faire, c'est qu'il y a une sorte de sanitisation de tout ce qui vient de tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de combats difficiles qui sont en train de se faire pour qu'on puisse avoir accès à ces choses. Maintenant, comme on peut le voir dans les institutions comme l'académie, nous prenons ce combat qui est difficile. Nous prenons l'action affirmative, nous prenons le DI, nous prenons la décolonisation et nous n'allons pas l'abandonner. Nous l'absorbons et nous en avons fait quelque chose qui fait partie du système colonialiste des Blancs. Donc là, le problème, c'est qu'en mettant cette petite liste et qu'il faut simplement cocher, nous avons transformé tout ça en quelque chose qui est colonialisé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que ça change réellement dans les institutions? Qu'est-ce que ça a comme changement sur la rétention, la santé mentale des gens, la possibilité pour les gens de performer correctement dans les communautés autochtones? Donc, je ne pense pas que ce genre de façon superficielle adresse ces problèmes-là. Un peu comme Ingrid l'a dit, souvent ça reste d'une manière très superficielle. C'est juste une façon de cocher le point nécessaire. Donc c'est une façon des suprémacistes blancs d'absorber nos connaissances, d'absorber nos efforts, prendre nos idées, les pervertir
du certain point où c'est même plus reconnaissable. Et je ne reconnais pas le DI en ce moment. Je ne reconnais pas la décolonisation dans l'université. Donc, voici où est-ce que nous sommes. Donc, je pense vraiment que la réponse à cette question que je suis en train de donner, ça a beaucoup rapport avec tout ce que j'ai déjà mentionné dans cette conversation, parce que pour moi, c'est là où c'est assez important. C'est l'endroit où c'est le plus crucial, c'est tout ce que j'ai à dire. Et les gens qui règlent ces choses sont fréquemment des personnes racialisées. Kim, que penses-tu? Bah, je pense qu'on peut en parler toute la journée. Je vais mentionner Chelsea Watego, qui est une érudite autochtone de l'Australie, professeure de santé autochtone à l'Institut de technologie de Queens. Et elle a un autre livre qui s'appelle Another Day in the Colony. Et quand on examine ce livre, elle a une citation, je ne vais pas utiliser les mots, les gros mots, mais elle a dit M à l'espoir. Moi, je veux la souveraineté. Il ne s'agit pas d'inclusion. Mais au niveau pratique, si on regarde la formation de génome auquel je participe, il existe des gens qui participent, surtout ceux qui ne sont pas autochtones, parce qu'ils ont un objectif de DI. On ne le fait pas forcément, nous, pour les mêmes raisons. Fréquemment, il faut qu'on se fonde sur les personnes non autochtones pour faire ce travail. Et il y en a qui disent, je veux un arc-en-ciel dans mon labo, mais si on n'a pas un environnement qui soit inclusif et qui prenne au sérieux les points de vue autochtones, cela crée de différentes éthiques, de différentes questions parfois. Et ce qu'on fait est très superficiel quand on met un arc-en-ciel dans le labo. On ne décolonise rien du tout. Il y a des gens que l'on peut apporter avec nous. Ça prend des années. Le projet que j'ai en tête et ce que d'autres ont en tête. Et il y en a que nous n'apportons pas avec nous. Et les collaborations, au bout du fil, n'ont pas été très utiles. On a apporté des gens non autochtones au programme qui étaient incroyablement coloniaux dans leurs pensées et vraiment ne comprenaient pas dans quelle mesure ils étaient coloniaux. Au bout du fil, on n'a pas pu les tirer vers nous pour faire un travail plus décolonisateur. Donc, ces choses peuvent être dans la même salle, dans le même labo, une chose à côté de l'autre, mais on est là devant une structure qui veut un EDI, mais pas un réel, un retour de ressources au peuple colonisé. On le voit dans de différents mouvements. J'ai grandi proche au mouvement indien des Américains avec les Panthères, ça s'est passé aussi. Les écoles, les programmes pour former nos propres gens, développer notre propre infrastructure. Mais nous voyons qu'historiquement, c'est des mouvements importants, mais ils n'ont pas vraiment résulté en développer nous-mêmes le type de structure souveraine et production de connaissances que nous voulons. J'y pense encore comme fille d'un ou une organisateur ou organisatrice qui a essayé de développer ces institutions, mais je me demande, est-ce qu'on va y revenir? Qu'est-ce qui est sous-jacent à ce monde universitaire et quelle occasion avons-nous pour développer ces structures et des façons plus souveraines de faire des choses? En tout cas, il y a plein de choses, je pense à voix haute et je ne suis pas très concise, on peut parler de beaucoup d'autres choses, mais je pense qu'il existe des occasions pour faire ce travail dans la crise actuelle du monde universitaire. Ça m'intrigue un peu. Moi, j'ai travaillé au recrutement de corps professoral et une structure qui recruterait des gens de groupes sous-représentés. Comme une partie de la proposition, il fallait dire ce que la faculté était en train de faire pour recevoir ces gens. Et en ce qui concerne ce sujet, on est dans la maison du maître. Et ce que je veux poser comme question hors script, c'est ce que vous sentez dans cette tension entre travailler dans le système pour améliorer les choses pour les gens qui sont ici maintenant versus les efforts qu'il va falloir faire pour développer quelque chose de tout à fait différent.
finalement, c'est de ça que s'agit la décolonisation, je pense. Donc, est-ce que l'on peut parler de cette tension parce que c'est ce que je sens? Et parfois, j'ai des collègues qui ne sont pas impressionnés par ma façon de travailler dans le système. C'est hors script, donc je ne sais pas si vous voulez indiquer, si ça vous intéresse de parler de cela. Kim, je vois que tu as activé ton micro. Oui, mais Ingrid ou Sian peuvent être les premières si elles le désirent. Pour n'importe quelle raison, je ne me sens jamais en conflit. Quoi que je travaille dans le foyer, le Master House, parce que je sens que dans ma recherche, on ne m'a jamais prévenu de faire exactement ce que je voulais faire. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me dise, Ingrid, tu vas un peu trop loin, ou je n'aime pas ce que tu fais, je sais pas. Ceci n'a jamais été un enjeu pour moi. Donc, je sens qu'on peut toujours faire des changements dans les petits espaces dans lesquels on se trouve, même si les structures sont très résistantes au changement. C'est peut-être les universités auxquelles je suis allée. Désolée, inaudible. J'ai enseigné, développé ce que je voulais, j'ai fait de la recherche que je voulais faire dans des départements où ils pensent, ben, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Dans les soins infirmiers, ils avaient le droit de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce racisme environnemental? Mais personne ne m'a jamais rien dit, n'est-ce pas? Donc, les structures peuvent être difficiles, c'est-à-dire si on fait de la recherche communautaire, oui, le processus déontologique est peut-être très difficile et il ne reconnaît pas quelque chose qui sont très importantes pour les gens autochtones et noirs quand ils veulent participer à la recherche. Donc, ça ne s'adapte pas très bien. Mais par exemple, Dalhousie, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, ils se sont adaptés. Le département d'éthique a fait ces choses parce que je suis allée parler avec eux. Je leur ai dit, je fais de la recherche communautaire, ceci doit se passer maintenant. Donc, toutes ces choses, je suis allée chez eux, je leur ai parlé de cela, des changements qu'ils doivent faire. Donc, je dirais que c'est possible que nous tous et tous, même au sein des structures occidentales, fassions de petits changements dans nos espaces tout le temps. Vas-y, chienne. Je voulais dire que Kim devrait parler et je serai la dernière. OK. Oui, c'est une très bonne question. Moi, je suis universitaire, deuxième carrière, je travaille dans la consultation privée, le gouvernement, j'ai ma propre entreprise et tout cela m'a aidé vraiment à comprendre qu'il n'y a vraiment pas d'espace où aller, où ça ne soit pas dans cet artifice colonial. Ils ont tout fait pour développer cette structure. J'ai aussi grandi à regarder la carrière de ma mère comme planificatrice communautaire et je n'aime pas cela. Vous savez, ma mère, mais je vois que j'arrive à la même position où j'ai dû cette dernière année réaliser en fait que mes grands méta-objectifs sont très idéalistes et ce que je fais, c'est la réduction des méfaits en fait. Et c'est là où je me trouve. La réduction des méfaits est importante. Alléger la souffrance, si c'est ce que l'on fait, c'est incroyablement important à le faire tous les jours. Et toujours, n'importe où l'on est sur cette planète, il existe une occasion d'alléger la souffrance. Donc, vous savez, ça va, je n'ai pas de problème avec cela. Je ne vais même pas dire que je pense que c'est un privilège de le faire, mais je pense que ça serait plus difficile pour moi d'arriver à ce lieu si je n'avais pas travaillé dans une variété de secteurs. Je pense que les gens qui se sentent très découragés par le monde universitaire, c'est des gens qui ont été trop idéalistes par rapport au monde universitaire. Je ne l'ai jamais été. Tout ce que je sais, c'est que c'est mieux que travailler pour le gouvernement fédéral, parce que tout comme Ingrid, j'ai eu beaucoup plus de liberté ici que si je travaillais pour le gouvernement. Très, très utile de l'entendre. Les gens ne le disent pas fréquemment. Il faut être un peu cynique quand on rentre. Et en fait, ça vous protège dans une certaine mesure. Chienne, je vais ajouter à toutes les choses merveilleuses qui ont déjà été dites. Je vais ajouter un aspect par où
La plupart d'entre nous ne sommes pas seulement des universitaires. Je suis aussi très, très incrustée au sein de ma communauté à travers l'Ontario, à travers le Canada. Je travaille avec des femmes autochtones, noires, racialisées, à penser à la liberté. La COVID a permis tellement d'occasions d'enseignement en ligne et réimaginer notre façon d'enseigner les jeunes, ce qui les passionne, enseigner aux jeunes les façons par lesquelles nous avons survécu nous-mêmes, n'est-ce pas? Et donc, je le dis pour expliquer que si j'étais seulement universitaire, seulement dans cette boîte où je m'oppose au système, ça serait un conflit. Mais non, je suis très incrustée au sein de la communauté de différentes façons, la communauté queer, noire, racialisée, autochtone, et beaucoup de cette mobilisation de laquelle parlait Ingrid, on le fait tout le temps parce que c'est nécessaire pour notre survie, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas ce conflit parce qu'il existe d'autres options dans lesquelles je m'engage quand je suis incrustée dans ce travail communautaire qui est tellement cher à la survie des communautés avec lesquelles je m'identifie et auxquelles j'appartiens. Donc, je n'ai pas de tension de la même façon. Oui, quand on est dans le monde universitaire, c'est vrai qu'on s'oppose, on se rencontre avec de différentes tensions, mais si c'était le seul travail que je faisais, je suis d'accord, peut-être ça serait un point d'ébullition, mais ce n'est pas mon expérience en tant que quelqu'un qui est incrusté dans les communautés dans lesquelles je desserre. Quelle ample gamme de perspectives. Je pense que c'est très utile pour notre auditoire. Nous avons à peu près 150 personnes qui nous écoutent et il existe plusieurs questions qui sont arrivées. Je pense qu'il faudrait entendre cette perspective où l'on peut entrer dans le contexte, dire voici ce que je fais et voici ce dont j'ai besoin pour que vous me souteniez. Soyez conscient du fait. Et en fait, j'ai entendu Lawrence Goodrich, professeur à Guelph, a dit qu'il existe une tendance pour les Noirs et certainement pour les Autochtones aussi et les gens qui sont dans le groupe marginalisé de bouger des institutions pour trouver une communauté et un contexte au sein desquels ils peuvent faire ce qu'ils doivent faire et faire le travail qu'ils doivent faire en maintenant en même temps leur santé physique et mentale. Donc, ne soyez pas surpris. La communauté du RCSN est en partie là pour vous aider à trouver une communauté si vous n'en avez pas encore une pour faire ces mouvements. On a parlé d'autres contextes plus contraignants et comme Chien l'a dit, il faut développer une communauté pour vous aider. Une des choses qui ont surgi dans la boîte à clavardage, et désolé, Erika a dû partir, elle a dû un enjeu qu'elle devait gérer, mais je vais vous dire ce que j'ai dans la boîte à clavardage. On n'aime pas le mot inclusion parce que cela suggère que vous êtes quelque chose qui doit être mis dedans au lieu de quelque chose qui était là déjà tout le temps. Est-ce que quelqu'un voudrait commenter les mots en fait qu'on utilise au sein de EDI, que les mots même soient exclusionnaires, sont exclusionnaires? Oui, cela suppose que l'on veut être inclus dans leur structure, que c'est vraiment ce à quoi l'on veut accès. Et oui, on veut, pour des raisons stratégiques, l'accès. J'ai eu des problèmes là-dessus, mais ça ne m'intéresse pas. Je parle fréquemment du fait que je veux recoloniser le monde universitaire et reprendre les choses qu'ils ont volées. Mais il est vrai qu'il faut être dedans. Donc, il y a une stratégie pour être inclus dans leur projet, mais au bout du fil, il s'agit de délégitimiser leur projet. C'est certainement subversif, mais dans le même sens, disons que l'EDI, est-ce qu'il s'en va ou on peut l'utiliser comme base pour essayer de développer quelque chose de significatif en créant des politiques ou des structures qui exigent que l'on fasse en fait quelque chose? Au moins, quelques-uns des gens dans le conseil tripartite exigent maintenant de mettre des énoncés de EDI dans les demandes de bourse. Les gens viennent nous disent, ah, que mettre dans ma bourse?
Bien évidemment, c'est quelque chose de superficiel, mais est-ce qu'ils sont en train de bâtir ces principes de façon significative dans la recherche et on dit aux examinateurs comment l'évaluer? Peut-être il existe des façons pour faire des choses structurelles, mais je vois, Siane, que tu as activé ton micro. Que veux-tu dire? En ce qui concerne l'exemple que tu viens de donner, que les gens viennent aux sessions concernant le EDI pour obtenir le libellé, nous le savons. Je le sais des institutions avec lesquelles je suis affiliée, qu'on a beaucoup de chercheurs blancs, par exemple, des gens qui n'ont jamais utilisé ce genre de libellé, qui soient racialisés ou pas. Ils viennent aux sessions pour apprendre le libellé, pour soumettre des demandes, obtenir des ressources. C'est un jeu, quoi. Et je pense qu'à un certain moment, nous devons reconnaître que le DI ne s'agit pas seulement de ne rien faire. À un certain niveau, cela pourrait être nocif et dangereux. Et je pense que nous devons utiliser ce libellé quand on parle de comment cela a été poussé pour continuer à desservir les mêmes façons de faire et de penser. Un autre jour, dans le monde universitaire, tout simplement, on n'a pas quelque chose comme une boîte à cocher côté décolonisation et EDI. Donc, nous devons commencer à penser comment cela pourrait être nocif et dangereux. En ce qui concerne la question de si cela vaut la peine de le transformer, je ne sais pas. C'est une question très grande et cela dépend de beaucoup de choses. Qui est à la table? Que voulons-nous dire par transformation? Qu'est-ce que cela veut dire? Et d'autres questions, selon moi, devraient être répondues avant cela. Je pense que dans la version actuelle, ça a l'air de quelque chose de nocif et dangereux parce que cela utilise notre libellé et c'est encore une fois ce que la colonisation fait toujours. C'est une nouvelle plateforme, tout simplement. Ingrid, pour moi, le DI est un très bon point d'entrée. Le terme inclusion, je pense, aborde le fait que les personnes racialisées et autochtones disent: ah mon Dieu, on n'est jamais inclus, on est toujours exclu. Et je pense que c'est innocent du point de vue de la raison pour laquelle on utilise ce mot. Je reviens à Dalhousie. J'ai passé la plupart de mon temps à Dalhousie. On a eu un projet de programme d'études de EDI dans le comité de la diversité. J'ai participé à ce comité pendant des années. Et le président ou présidente a décidé de regarder ce qu'on avait. On avait des étudiants noirs vraiment en colère à cause du programme d'études des soins infirmiers. Ils voulaient le changement. Il y avait un comité EDI avec des représentants de la communauté LGBTQI, la communauté autochtone, noire, moi-même, d'autres communautés racialisées. Et pour moi, c'est la première fois que l'école l'a fait. Et c'est en train de créer, selon moi, du changement du point de vue de notre programme d'études. On a passé en revue tous les cours dans l'école de soins infirmiers. Le comité était à la charge de le passer en revue. On s'est rencontré avec le corps professoral, on ne les a pas critiqués, mais on leur a dit: voici ma façon de voir comment votre cours pourrait être incrusté davantage de choses comme les déterminants sociaux de la santé, par exemple. Lentement, on a mis en œuvre les changements qu'on a suggérés avec le corps professoral. Donc, pour moi, ce projet, que je crois est le premier de son genre à Dalhousie, et les autres départements venaient nous voir. En fait, on a écrit un article. Ils venaient nous voir pour parler de ce qu'on était en train de faire. Donc, pour moi, l'EDI est en fait un point d'entrée pour commencer à faire des choses qui pourraient être potentiellement très bonnes. Et si l'enjeu dans l'école de soins infirmiers était le programme d'études qui passait à d'autres enjeux, on a commencé avec le programme d'études. Et alors, le programme d'études vous mène à qui vous embauchez pour enseigner le programme d'études de l'école de soins infirmiers, par exemple. Alors, je pense que le DI est problématique, mais cela ouvre un espace où l'on peut ouvrir quelque chose qui est très bon. Et il faut vraiment des leaders. Si le président n'était pas engagé à ce programme, ça n'aurait pas eu lieu. Si les membres du corps professoral n'étaient pas engagés, cela n'aurait pas eu lieu. Donc, il faut voir ce qui se passe le long de tout le chemin. Il y a du potentiel. Oublions le nom. Je pense qu'on est obsédé avec les noms ou avec les concepts. Il faut le voir comme un point d'entrée où on peut en faire gérer avec les structures systémiques. Et les programmes d'études sont en fait la racine de maintes façons.
On a eu en fait une table ronde concernant l'équité de la santé des Noirs et l'un des panélistes était le Dr. Gaynor Watson Creed de l'Université d'Alousie. Elle en a parlé aussi il y a quelques jours. Et je pense que l'on a de différentes nuances et une chose très importante semble être où l'on est et si l'on a une institution qui prend ces choses au sérieux ou pas. L'un des commentaires dans la boîte à clavardage est que ce que les administrateurs leur disent fréquemment, oui, bonne idée, mais on n'a pas de ressources. Et cela mène à une question que j'ai, ça fait un certain temps déjà, parce que beaucoup d'institutions avec lesquelles j'ai à voir font quelque chose que je décrirais comme le minerai. Donc, ils reconnaissent la commission de vérité et réconciliation. Pour ceux qui ne connaissent pas cela, s'ils ne sont pas du Canada, qui a des appels à l'action pour la décolonisation, peut-être la restitution, je ne sais pas lequel serait le mot. Ah mon Dieu, George Floyd a été assassiné, maintenant ces gens noirs veulent quelque chose. Donc, parfois, ils ont un fonds généreux, mais séparé pour le corps professoral noir ou autochtone ou pour les boursiers postdoctoraux. Je sens que ça vient du même argent qui est mis de côté pour ces initiatives. Donc, pourriez-vous recommander comment voir les choses quand nous les voyons? Est-ce que c'est le genre de programme que nous devrions résister et indiquer qu'il nous limite en fait à ce petit espace qui ne reconnaît pas de différents enjeux ou ne reconnaît pas le besoin d'avoir davantage de ressources? Ou peut-être c'est quelque chose que je pense moi-même. Je ne suis pas trop claire par rapport à la question. Je pense que la question est la suivante. Quand on voit des initiatives qui ont comme objectif apparemment de recruter davantage de personnes noires ou autochtones, on le voit en premier cycle, au niveau du postdoctorat, mais c'est écrit les noirs et autochtones. C'est c'est problématique ou pas? Ben, on rentre par la porte, mais je ne comprends pas. C'était bizarre pour moi. On vient d'avoir récemment une embauche en grappe, 6 postes, 5 ou 6 postes, n'est pas noir ou autochtone, à moins qu'on ait une raison locale particulière, quelque chose de politique qui a lieu, où l'on essaie d'aborder quelque chose qui veut arriver à l'intersection des intérêts noirs et autochtones, ça je le comprends, mais parce qu'on a la CRV, George Lloyd, tout se passe ensemble, cela n'a pas de sens pour moi, mais CVR plutôt. Je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment une réponse, mais ça n'a pas de sens pour moi. Je n'ai pas vu le noir ou autochtone vraiment. On a des embauches ciblées pour les gens noirs, pour les gens autochtones, mais on n'a pas le ou. Pour les espaces où on l'a vu, je suis sûre qu'il existe des problèmes par rapport euh, à cela. C'est très problématique étant donné les relations qu'on a avec la terre, avec le territoire. C'est important de réaffirmer. Je trouve que ce qui est encore plus problématique pour moi est, est-ce que nous sommes en train d'imaginer qu'on a créé une pipeline où les gens vont de l'école secondaire à l'université, qu'on aura des diplômés noirs et autochtones prêts pour être choisis pour les embauches? Ou est-ce que nous devons réévaluer le fait qu'en fait, on a arrêté tous ces gens autochtones et noirs à l'école secondaire. Ils n'arrivent pas à l'université. On n'a pas de grappe de gens de laquelle on peut choisir à cause de notre système d'éducation qui est si raciste. Et pour les étudiants autochtones, je ne peux même pas commencer à vous parler des gens qui vivent en réserve et n'ont même pas accès physique à l'école. C'est sur la radio, tous ces défis, toutes ces couches quand on est ruraux et éloignés. Alors, je ne sais pas où ils ont l'intention de trouver des gens autochtones et noirs pour compléter tous ces postes dans toutes les institutions d'à travers le pays. Après cela, hein, je vais parler spécifiquement maintenant de la communauté noire parce que je ne peux pas parler des personnes autochtones parce que la frontière arbitraire n'existait pas, mais pour les gens noirs, moi, en tant
qu'érudite canadienne noire située au niveau local et national, je connais des communautés ici. Je ne peux pas être substituée par un Américain noir qui n'a jamais interagi avec les communautés, qui ne connaît pas par exemple, les communautés noirs de la Nouvelle-Écosse. Où aller? On n'a pas de pipeline de gens noirs qui viennent de l'école secondaire. On a arrêté leur développement à l'école secondaire. Quand je viens à mon école secondaire, j'étais la seule noire qui prenait des cours de sciences. Les autres ne sont pas arrivés à l'université. Donc, la compétition, en fait, est les érudits afro-américains qui ne connaissent pas ces territoires, ces relations et non pas de relations aux communautés ici. Donc, je pense qu'on est en train de se créer un grand problème avec ce genre d'imagination par où on a subitement cette quantité non utilisée de talents noirs à travers le pays qu'on peut utiliser et avec on ne devrait pas critiquer la présence afro-américaine et on n'a pas de problème pour quelques-uns de ces rôles. Ce n'est que des idées qui me viennent à la tête. Ah là là, je pense que c'est une conversation tout à fait différente, mais le temps se termine. Ingrid, voulais-tu dire quelque chose avant la clôture? Ben, je l'ai déjà dit, cela suggère qu'on peut nous échanger, nous, les Autochtones et les Noirs. Ceci suggère qu'on n'a qu'une quantité de ressources et non pas des ressources multiples. Et cela me suggère que les deux groupes ne sont pas méritants d'autre chose, mais surtout, ça fait que les Autochtones soient contre les Noirs dans ce pays, parce qu'il existe déjà une tension du point de vue de l'accès à une carence de ressources. On ne veut pas en parler fréquemment, mais c'est là. Et donc, on fait qu'un groupe s'en aille contre l'autre. Je ne sais pas quelle est la solution, en fait. Pour être honnête, ce qui me préoccupe, c'est une crise à cause de cela, si on le fait à long terme. Merci. C'est en effet l'une de mes inquiétudes à long terme aussi. Donc, on n'est pas arrivé à des conclusions ici, mais nous avons entendu beaucoup de différentes perspectives concernant ces enjeux que nous devons sans doute attaquer pour aller de l'avant en solidarité et si nous allons profiter des façons par lesquelles la solidarité peut nous aider à aller de l'avant avec cette entreprise dans les structures existantes ou trouver quelque chose qui n'est pas dans ces structures. Donc, je veux vous remercier à nouveau pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Kim, Sien, Ingrid, vraiment quel plaisir de vous avoir connu toutes et d'avoir entendu vos perspectives et j'espère qu'on ait davantage de discussions de ce genre dans les communautés STEAM dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci, un plaisir d'être avec vous tous et toutes. Merci Sian, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bon, je veux remercier à nouveau l'Université McMaster d'avoir commandité cette discussion tellement éclairante. Je pense que le RCSN va vouloir qu'on en fasse un suivi et voir comment on peut travailler en solidarité. Ce que je voudrais faire maintenant, en plus de remercier McMaster, c'est de vous encourager à rester pour la dernière plénière du Congrès avant la cérémonie d'octroi de prix. On aura l'Afro-Futur en STEAM à 2h45 et je vous rappelle à nouveau qu'à partir de 4h30 heure normale de l'Est, nous aurons notre cérémonie d'octroi de prix et notre célébration de clôture et je dois dire que l'honorable Mayhem Francis, ancienne gouverneure générale de la Nouvelle-Écosse, sera là et nous aurons aussi un poème par le docteur L. Toms qui est un poète fantastique qui a composé ou créé seulement pour nous. Et comme vous le savez, le Premier ministre Justin Trudeau va faire des commentaires après la cérémonie d'octroi de prix, mi-cérémonie. Donc, restez à l'écoute et on se reverra à 2h45.